Je recommande épisode 1, encore un nouveau concept de vidéo que j'expérimente sur la chaîne, où cette fois-ci je vais essayer de vous parler tout simplement de mes jeux préférés. Donc sans logique particulière, en fonction des envies, je voulais essayer de trouver un moyen de montrer les jeux qui me plaisent le plus. Et ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais essayer à chaque fois de présenter 5 jeux assez récents, donc des jeux qui seraient sortis, on va dire, dans les 12 mois qui précèdent la vidéo, et 5 jeux plus anciens. Et c'est là un peu l'intérêt, ça fait un moment que je cherche un moyen de parler des jeux, on va dire, qui sont plus trop d'actualité, mais que je trouve quand même assez excellents. Donc c'est là-dedans que ça va se passer. Je ferai pas une review complète de chaque jeu en donnant un avis ultra détaillé parce que c'est pas du tout ma spécialité et que l'argumentation c'est pas trop mon truc. Mais je vais quand même vous présenter brièvement le jeu, vous dire voilà quel type de joueur ça peut intéresser, la difficulté, enfin tout ce genre de choses. Je mettrai aussi une petite note à tous les jeux que je vais vous présenter parce que voilà ça me fait marrer, j'aime bien mettre des notes à tout ce que je teste et à tout ce que je fais. Voilà, donc je ferai en sorte de présenter ça, je vous dis, assez brièvement à chaque fois. Je ferai aussi des petits comparatifs d'un jeu à un autre. Si vous avez aimé tel jeu, peut-être vous aimerez tel autre. Parce que je commence à en connaître un certain nombre. Vous me direz voilà si ça vous intéresse, si vous trouvez le format intéressant. Et pour ouvrir le bal de ces vidéos, je commence par un gros morceau, le jeu Civolution de Stefan Feld, qui est un gros jeu expert pour 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans, pour des parties d'environ, on va dire, 3 heures. Donc là, je vais vous donner les durées de partie que j'ai pu faire et que j'ai pu expérimenter. Pas nécessairement ce qui est indiqué sur la boîte, qui est souvent complètement faussé, notamment là, 90 minutes. J'aimerais bien voir comment ça se passe une partie en 90 minutes. Donc clairement, moi j'ai pas joué en mode solo, j'ai pas joué non plus à 4, et je pense qu'à 4 ça va être peut-être trop long, à moins que vous ayez vraiment la journée devant vous et que vous soyez ultra fan du jeu. Je pense qu'il faut éviter ce nombre de joueurs. Par contre, à 2 et 3 joueurs, ça se joue très très bien. Même si, comme je vous dis, c'est un peu long, les règles vont être un peu compliquées à digérer, même si elles sont finalement moins compliquées que ce que je pensais au départ. Tout simplement parce qu'il y a en tout plus d'une vingtaine d'actions différentes dans le jeu, qu'elles sont toutes accessibles dès le début. Et du coup, il faut toutes les expliquer. Mais après, tout est assez logique, hein, tout est assez bien décrit, l'iconographie est pas mal. Et donc, concrètement, on est des étudiants dans une espèce d'université du futur, et on va devoir créer et gérer une civilisation. Donc, c'est une sorte de simulateur de civilisation. Très honnêtement, le thème, il est un peu plaqué, on le ressent pas nécessairement pendant la partie, même si on retrouve effectivement pas mal de paramètres de ce genre de jeu. On va notamment avoir une carte sur laquelle on va pouvoir se déployer, déplacer pour récolter différentes ressources, explorer différents endroits. On va avoir donc différents types de cartes de développement qu'on va essayer de récupérer et de poser dans notre console de gestion. Donc ça, c'est le plateau d'un joueur. Il va y avoir tout un tas de ressources à gérer. Il y aura, je crois, en tout 18 ressources différentes qu'il va falloir gérer, qui seront utiles pour différentes choses. Et donc des pistes de progression, de développement qu'il va falloir essayer d'optimiser. C'est ce qui rapportera certains points en fin de partie. Il y a plein de façons de marquer des points dans ce jeu, clairement. Mais tout ça, ça va être basé sur une mécanique de lancer de dés. Donc c'est un jeu à base de dés, ce qui peut être un peu étonnant pour un gros jeu expert de ce type-là, puisque du coup il y a de l'aléatoire. Et ça peut ne pas plaire quand on fait une partie de 3 heures, être dépendant de l'aléa des dés, ça peut être un peu embêtant, sauf que dans ce jeu-là, moi j'ai trouvé personnellement que ça marchait très bien. Les dés, effectivement, vont être parfois un peu frustrants, il va falloir s'adapter, il va falloir faire avec et en fonction, mais comme il y a toujours quelque chose à faire et qu'il y a 1 milliard d'actions possibles, il y a toujours des possibilités de partir sur un axe plutôt qu'un autre, et c'est tout l'intérêt du jeu, je trouve, et moi j'ai vraiment beaucoup apprécié cette mécanique. Je trouve que ça marchait pas mal. Donc je rentre pas plus en détail dans les explications des règles. Pour les jeux experts, je peux pas tout expliquer, en sachant que la plupart du temps, comme c'est des jeux que j'aime bien, je fais les vidéos règles, donc là, celle-là, elle est disponible sur la chaîne si vous voulez tous les détails. Juste vous dire que voilà, c'est un jeu où il va falloir s'investir, un jeu qui prend du temps, que ce soit à apprendre ou à jouer, pour lequel il va falloir faire plusieurs parties pour vraiment l'apprécier. Mais personnellement, voilà, c'est un jeu expert que j'aime beaucoup. Je le compare un petit peu peut-être à Ark Nova. C'est pas le même style de jeu, mais c'est un peu pareil. On a un peu d'aléatoire. Dans Ark Nova, ça va être dans le tirage des cartes. Ici, ça va être dans le lancer de dés. C'est un peu la même durée de partie, le même niveau d'apprentissage et d'investissement. Ça me fait aussi un peu penser à certains gros jeux de Louis Rosenberg comme Caverna ou Terre d'Arles,
dans le sens où dès le début de la partie, on a tout un tas d'actions et d'orientations possibles. Donc on est un peu perdu au début de la partie, mais après évidemment on fait son petit chemin. Donc voilà, un très très bon jeu expert. Moi je lui mets la note de 9 sur 10. Voilà, le petit bémol c'est ça, c'est que il prend quand même beaucoup de temps. Et du temps, j'en ai pas tant que ça, donc c'est un peu dommage, je le sors pas très très régulièrement, mais j'ai quand même fait quelques parties. On continue avec un deuxième jeu plutôt expert, The Anarchy. The Anarchy, c'est clairement le jeu que j'attendais le plus cette année. Il était numéro 1 de mon classement de mes attentes de 2025. C'est la suite spirituelle des Murs d'Adrien, pour ceux qui connaissent, qui est un jeu à cocher plutôt expert, puisque vous allez devoir gérer 2 feuilles comme celle-ci à chaque partie, qu'il va falloir remplir au mieux pour essayer de gagner la partie. C'est un jeu qui normalement se joue de 1 à 4 joueurs, mais qui est clairement fait pour du solo. Très honnêtement, le fait d'y jouer à plusieurs, ça n'a pas beaucoup d'intérêt puisqu'il y a quasiment aucune interaction et que pendant sa phase d'action, on va jouer chacun sur sa petite grille en échangeant des ressources et qu'il est clairement impossible de suivre ce que font les autres joueurs. Il faut rester quand même bien focus parce qu'il y a des combos dans tous les sens. Donc voilà, ça peut se jouer jusqu'à 4, mais voilà, c'est plutôt un jeu solo, en sachant qu'en plus en solo, il y a tout un livret de campagnes narratives qui vont introduire des règles un peu particulières, des mises en place différentes, des objectifs différents, et c'est ce qui rend vraiment le jeu intéressant. Donc voilà, un jeu qui va se jouer à partir de 14 ans, parce que c'est quand même, je vous dis, un jeu plutôt expert, et les parties vont durer bien 90 minutes, 1 heure, 90 minutes, 2 heures, pardon. Surtout pour les premières parties. Donc voilà, c'est du gros jeu. Ça fait un peu peur au début. C'est un jeu dans lequel on va devoir gérer des ressources. Il va y avoir 5 types de personnages différents. Il va y avoir 3 ressources, des pièces, de la nourriture, des matériaux. Tout ça, donc on va en gagner au début de chaque manche et on va devoir les dépenser pour progresser sur ce tableau-là. Au niveau du thème, on est en Angleterre dans les années 1135. On est des nobles, on doit développer notre domaine, attaquer des châteaux adverses et défendre surtout notre château à la fin de chaque manche. Et pour ça, donc, on va essayer de gérer au mieux nos ressources. Donc beaucoup d'échanges, c'est peut-être un point négatif dans le jeu, on va gagner des ressources, on va les dépenser, on va en gagner d'autres, on va en redépenser d'autres, pour donc se développer au maximum. Moi je trouve ça assez grisant, assez fun, je vous dis, ça part dans tous les sens, il y a toujours quelque chose à faire, des fois on se retrouve, il nous reste plus qu'une ressource, puis on fait une action, ça nous en fait gagner 2 autres, puis on enchaîne. En fait c'est jamais vraiment fini, les tours peuvent durer un certain temps. En fonction donc des objectifs, surtout pour le mode campagne, on va être obligé d'orienter notre jeu dans telle ou telle direction. Il y a les cartes qui vont nous faire gagner des ressources, les cartes d'attaque aussi qui vont orienter un peu notre jeu. Donc c'est très riche, il y a plein de choses, mais c'est passionnant, c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup, et c'est un jeu solo, donc d'autant plus curieux connaissant mon profil. Mais voilà, pour moi, ce jeu, c'est un bon 9,5 sur 10. On peut le comparer au Mur d'Adrien, évidemment. Si vous connaissez les Murs d'Adrien, vous serez pas perdu. Le fonctionnement global est à peu près le même, mais c'est encore enrichi, je trouve, plus intéressant. Il y a un peu plus de ressources à gérer. Le système de bataille est beaucoup plus sympa. Et la campagne, même si j'ai à peine commencé, j'ai pas beaucoup joué encore, ce jeu vient juste de sortir, a l'air vraiment, vraiment très chouette. Donc voilà, super jeu. Je vous dis les Murs d'Adrien, si jamais vous connaissez pas, vous pouvez essayer, mais aller directement sur celui-là, ça sert à rien peut-être de faire les Murs d'Adrien en premier. Sinon, il y a Night aussi, qui est un jeu plutôt en print and play, exactement dans le même principe, même thème en plus, qui fonctionne aussi très bien, qui est beaucoup moins connu évidemment, parce que c'est du print and play, mais on retrouve vraiment le même style de jeu, la même ambiance, j'aime beaucoup aussi. Donc voilà, pour moi c'est peut-être mon jeu solo préféré et mon jeu à cocher expert préféré. On enchaîne avec un autre jeu récent, mais beaucoup plus léger cette fois-ci, avec Thunder Road Vendetta. Thunder Road Vendetta, ici, je vous présente la boîte en anglais. Le jeu sera en français fin septembre 2025, et aura une boîte différente, une boîte beaucoup plus grosse, puisqu'il va intégrer différentes extensions dedans, ce qui va aussi modifier pas mal le prix. Et c'est peut-être un problème, du coup, pour ce genre de jeu en plus. Le prix va être assez conséquent en français, et ça reste un jeu quand même plutôt familial, presque un jeu d'ambiance. Et du coup, je pense que le prix sera une barrière pour beaucoup de gens que le jeu pourrait intéresser. Donc c'est un peu dommage. Bref, c'est pas le sujet. Ici, c'est de vous présenter donc pourquoi j'aime bien ce jeu. Ça se joue de 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans. Les parties entre 30 et 75 minutes. Ça c'est tout ça à peu près correct au niveau des estimations.
Comme je vous disais, c'est presque un jeu d'ambiance, ça va être un jeu de course, mais un jeu de course dans un univers un peu à la Mad Max, donc un jeu de course assez violent où il va y avoir beaucoup d'interactions, on va passer son temps à se tirer dessus, se rentrer dedans et essayer d'embêter ses adversaires et de les éliminer de la partie. Le but du jeu, ça va être soit de gagner la course, soit d'être le dernier en vie. Ça va être un jeu qui va être basé sur une mécanique de lancer de dés, donc ça va être beaucoup d'aléatoires, beaucoup de chaotique, mais c'est tout l'intérêt du jeu en fait. C'est pas un jeu où il faut y aller en essayant de mettre en place des stratégies et en pensant que ça va être de la grosse réflexion, pas du tout. C'est un jeu qui se veut être fun et dans lequel vous allez surtout bien rigoler, parce qu'il va se passer des choses un peu inattendues à tout moment. Vous aurez des obstacles sur la route, vous aurez différents types de dégâts qui vont créer encore plus d'interactions. Chaque joueur va commencer avec 3 véhicules de tailles différentes et éventuellement un hélicoptère qui va pouvoir venir tirer sur les adversaires aussi. Le jeu s'explique assez vite, hein, les règles sont pas très compliquées. Vous allez vous déplacer, vous allez tirer sur les voitures, vous allez leur rentrer dedans pour essayer de les sortir de la piste. Différents types de terrains. Dans le genre jeu de course à forte interaction et à la limite du jeu d'ambiance, je pense que c'est un de mes préférés. On peut le comparer à des jeux un peu comme Rush and Bash, qui est beaucoup moins connu, un peu plus orienté pour les enfants peut-être, une sorte de Mario Kart. Il y a Dodo Riding Dinos aussi, qui est un peu marrant aussi dans le genre, où il va y avoir aussi beaucoup d'interactions pendant une course de voiture. Dans une moindre mesure, ça ressemble un petit peu à Camel Up. Camel Up, c'est plus un jeu de pari sur une course de chameau, mais on retrouve cette même ambiance un peu fun, un peu rigolote autour de la table. Donc voilà, autant de jeux que vous pourrez regarder éventuellement si vous aimez bien celui-là, ou qui vont vous orienter vers celui-là si vous aimez bien les autres. Au final, ce jeu, je lui mets la note de 8 sur 10. Donc voilà, c'est pas non plus le jeu du siècle, hein, mais il fait très bien le job. C'est un jeu vraiment tout à fait sympathique à sortir à l'occasion, quand vous avez un peu de temps devant vous et que vous voulez plutôt vous marrer et pas vous prendre la tête. On continue avec le jeu Lone Wolves. Lone Wolves, vous le connaîtrez sans doute sous le nom de Terre de Loup, qui sort aussi en français là pendant le mois de septembre 2025, je crois. C'est un jeu de pli, donc pour 2 joueurs exclusivement, à partir de 14 ans. Donc 14 ans, c'est peut-être un peu surévalué, hein, je pense qu'on peut y jouer à moins que ça. Et les parties, on vous dit 15 minutes, comptez plutôt une petite demi-heure, je pense, pour les parties. Donc je vous dis un jeu de pli pour 2 joueurs dans lequel on va être à la tête de meutes de loups. Donc on va avoir des cartes avec des loups dessinés dessus, avec des couleurs différentes et des valeurs différentes, comme dans beaucoup de jeux de pli. Et là on aura un petit plateau au centre de la table sur lequel on va attribuer des points de victoire à différents territoires, donc il y a 5 territoires en tout, et des petits jetons cicatrices qui eux sont des jetons bonus qui vont pouvoir influencer un petit peu les règles du jeu de base. Le principe, c'est qu'on va recevoir une main de cartes en début de partie, on va déterminer un premier joueur, et un joueur va jouer une carte devant lui, d'un côté du plateau, et son adversaire, s'il a la même couleur de carte, va devoir jouer une carte de la même couleur, de son côté du plateau, mais pas nécessairement sur le même territoire. Il pourra jouer une carte, par exemple, sur un territoire différent ici. Une fois que les 2 joueurs ont joué leur carte, on regarde qui a la plus forte valeur, et c'est lui qui remporte le pli, donc il va pouvoir recommencer à jouer une carte de sa main, mais surtout il va laisser sa carte face visible, pendant que l'autre joueur va devoir retourner sa carte face cachée, et ces cartes, leur valeur va déterminer l'influence qu'on va avoir sur les territoires, et il va y avoir un principe de majorité, ou de contrôle de territoire. Il va falloir essayer d'avoir le plus d'influence pour gagner les points de victoire associés à ces territoires. Ça, c'est la règle de base. La subtilité qui fait toute la différence, c'est que quand on va perdre le pli, donc on perd de l'influence puisque le dos des cartes, ça vaudra toujours 1 point d'influence, mais on va gagner le droit de prendre un petit jeton cicatrice, donc un petit jeton bonus, sur le territoire où on s'est placé, en sachant qu'en début de partie, il y en a qui seront face cachée, d'autres face visible. Et ces jetons bonus, on va pouvoir les placer sur les emplacements des territoires pour gagner différents avantages, changer un peu les règles du jeu. Ça va permettre de retourner les jetons de points de victoire pour donner plus ou moins de points à certains territoires. Ça va augmenter la force de certaines cartes. Ça va donner des points de victoire supplémentaires en fin de partie. Tout un tas de choses, et ça rend du coup le fait de perdre le pli tout à fait intéressant. Et donc il va falloir trouver l'équilibre entre gagner et perdre les plis, en sachant qu'il y aura aussi une petite mécanique d'atout qui rentrera en jeu à un certain moment, enfin plein de petites subtilités. En fin de compte, voilà, le jeu, pour un jeu de pli à 2 joueurs, pour moi, c'est le meilleur qui existe sur le marché. Je l'ai trouvé vraiment assez excellent. J'ai clairement pas testé tous les jeux de pli qui existaient, hein, il y en a des millions, hein, mais celui-là, à 2 joueurs, il est vraiment très très bon. Donc si le genre vous intéresse, je vous le conseille. Ça fait un petit peu penser à du Shoten Toten, évidemment, ce principe de contrôle de zone.
en beaucoup plus riche. Ça peut aussi faire penser à la version un peu améliorée ou plus complexifiée de Shoten Toten qui est Battle Line médiéval. Il y a aussi un petit côté Sail, pour ceux qui connaissent, qui est aussi un jeu de pli à 2 joueurs, mais qui est coopératif. On va faire avancer son petit bateau en fonction des cartes qu'on va jouer. Donc voilà, c'est ce genre de jeu un petit peu. Pour moi, c'est une très bonne pioche. Je lui mets la note de 8,5 sur 10. Et donc le dernier jeu récent de cette sélection, ce sera Brillant. Donc Brillant, ça se joue de 1 à 6 joueurs à partir de 8 ans, pour des parties d'environ une petite demi-heure, comptez à peu près. Là, on est dans du jeu beaucoup plus léger, beaucoup plus familial, beaucoup plus chill. Un simple jeu à cocher, ou en tout cas des grilles à remplir avec des numéros, qui va se jouer avec 2 dés. Alors les dés, ils sont un peu jolis, c'est des dés à 12 faces, sauf qu'ils sont numérotés de 1 à 6, donc aucun intérêt. Je pense que c'est juste pour faire joli. On aurait pu utiliser des dés à 6 faces sans problème. Là, le principe, ça va être d'essayer de remplir une grille au mieux, pour marquer le plus de points avant ses adversaires, évidemment. Ça peut se jouer aussi en solo d'ailleurs, ça marche très bien en solo. Au tout début de la partie, vous allez mettre des numéros de 1 à 6 dans des zones de couleurs différentes. Donc vous mettrez un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 et un 6. Chacun fait ça comme il veut sur sa grille. On a tous la même grille au départ, évidemment. Là, je vous ai montré 2 exemples, mais on joue tous avec la même. Et une fois qu'on a fait ça, c'est parti, on lance les 2 dés, un joueur lance les dés, peu importe qui, et on va devoir utiliser ces dés pour remplir notre grille. Le principe, c'est qu'on doit utiliser un des dés pour spotter un numéro de référence sur notre grille, et l'autre dé, ce sera la valeur qu'on pourra écrire de façon adjacente à ce numéro. Donc là, avec un 1 et un 2, je vais pouvoir utiliser le 1 que j'ai écrit et écrire un 2 adjacent à mon 1, ou je vais pouvoir spotter mon 2 et écrire un 1 adjacent à mon 2. Et ça va être ça, toute la partie, en sachant qu'évidemment, les numéros, on va pas les marquer au hasard, il va falloir respecter les conditions des zones de couleur. Là, on vous dit par exemple que les zones bleues, tous les numéros qui sont inscrits dans une zone bleue devront être identiques dans cette zone, et ensuite un autre numéro éventuellement, ou le même, mais dans une autre zone. Dans les cases jaunes ici, sur toute la grille, il faudra y avoir des numéros différents. Les cases vertes, on peut mettre les numéros qu'on veut, c'est cases un peu joker, et les cases violettes, on pourra au maximum avoir 2 numéros différents dans une même zone. Donc ça va être à peu près les mêmes règles dans les différentes grilles, sauf que l'agencement sera différent, et qui a un niveau de difficulté, comme vous pouvez voir, ça c'est niveau 1, ça c'est niveau 3, il y a jusqu'à 4, donc 1, 2, 3, 4, et très clairement et étonnamment, le niveau de difficulté est vraiment impactant dans le jeu. Niveau 1, c'est assez facile, on remplit facilement sa grille. Au niveau 4, on va se retrouver souvent bloqué à pas pouvoir remplir de numéros, parce que on a mal calculé notre coup, donc il y a un peu de réflexion, un peu de tactique, on pourrait croire que c'est complètement hasardeux, mais il y a quand même un tout petit peu de maîtrise de jeu à acquérir. Évidemment, dès qu'on a rempli une zone complètement, on gagne les points associés à cette zone. Si on est le premier à faire, on gagne les points maximum les plus à gauche. Si on est le second, les points de milieu, et si on est le 3e, 4e, 5e ou 6e, en fonction du nombre de joueurs, on gagnera les derniers points les plus à droite. Donc c'est une course à remplir au mieux sa grille. Chaque fois on marque les points là-haut, et en fonction du nombre de joueurs, il faut atteindre un certain palier pour remporter la partie. Tout simplement. Donc voilà, c'est un jeu très léger, rien à voir avec les jeux que j'ai présentés précédemment, mais voilà, comme j'aime un peu tout et un peu tous les genres, de temps en temps, voilà, un petit filler comme ça pour jouer avec des gens qui n'ont pas nécessairement envie de jouer à des gros jeux. Celui-là il fonctionne très bien, j'ai trouvé, c'est vraiment un jeu tranquille qui est intéressant à jouer, quels que soient les profils. On peut jouer avec des enfants, on peut jouer avec n'importe qui. Ça fait un peu penser clairement à Qwixx, pour ceux qui connaissent, qui est un peu le même principe, remplir une grille avec des numéros, avec des dés. Vous avez aussi Sixto, qui est un peu dans le même genre, que je trouve encore plus intéressant que Qwixx. Sinon, plus récemment, mais en VO uniquement, vous avez Cross Express, qui est sorti, qui est encore beaucoup plus simple, où il faut essayer de faire la suite la plus longue de numéros dans un sens et dans l'autre, donc c'est sympa aussi. Et sinon, ça peut aussi faire penser à Trek 12. Là aussi, pour ceux qui connaissent, un jeu pareil avec un minimum de dés, je crois qu'il y a 4 dés. Il va falloir agencer les numéros au mieux pour faire des sortes de chaînages. Donc c'est ce style de jeu-là, et c'est vraiment très plaisant, donc je lui mets la note de 7,7, qui est une bonne note pour ce genre de jeu.
Allez, on continue les présentations, cette fois-ci avec 5 jeux beaucoup plus anciens. Et on commence avec le plus gros des 5, en tout cas pour cette vidéo, c'est Grand Austria Hotel. Grand Austria Hotel, c'est un jeu expert lui aussi, pour 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans, pour des parties d'environ 90 minutes, on vous dit, comptez plutôt 2 heures je pense, voire même un peu plus si vous jouez à 4. Très honnêtement, ce jeu, il vaut mieux éviter d'y jouer à 4, parce qu'on a un principe d'action où à chaque tour on va faire 2 actions, et le premier joueur va faire sa première action en premier, mais il fera sa deuxième action après que tous les autres joueurs aient joué. Et du coup, il y a un gros temps d'attente, parce qu'il y a quand même pas mal de petits combos dans le jeu, entre ces 2 actions, et ça crée un petit downtime un peu embêtant. Donc idéalement, voilà, c'est 2-3 joueurs, et dans ces configurations-là, c'est assez excellent. Donc au niveau du thème, on est au début du XXe siècle, et on va gérer un hôtel en Autriche, du coup, où on va essayer de faire venir des clients dans notre restaurant dans un premier temps, où il va falloir leur servir ce qu'ils demandent, donc un peu de gestion de ressources. Une fois qu'ils seront servis, ils vont nous donner un bonus et on va pouvoir les accueillir dans une des chambres de notre hôtel qu'on aura préalablement préparé. Tout ça donc en essayant de tenir compte d'objectifs de fin de partie qui sont différents à chaque partie et de petites contraintes aussi qu'il va y avoir sur une piste bien particulière. On va avoir des petites cartes en main qui vont nous aider, donc des petites cartes qu'il va falloir du personnel qu'on va pouvoir embaucher, qui nous donneront des petits pouvoirs, soit à usage unique, soit des pouvoirs de fin de partie, soit des pouvoirs permanents. Et tout ça, ça va se faire à base de dés, encore une fois, donc un peu comme dans Civolution. Au début de la manche, on va lancer toute une pelletée de dés, sauf que là, on aura un pool commun de dés, et chaque valeur de dés va correspondre à une action bien spécifique. Et là, il va y avoir un peu d'interaction, puisque quand on va prendre un dé, on va faire l'action avec une force d'action correspondant au nombre de dés qu'il y a sur cette case. Donc plus vite on prendra les actions, plus les actions seront intéressantes, en sachant qu'on peut à tout moment décider de relancer tous les dés en sacrifiant un dé quand vient son tour, et qu'on aura 2 actions par tour, et un certain nombre de tours, je sais plus exactement combien. Bref, voilà en gros pour les mécaniques et comment ça va se passer. Et au niveau sensation de jeu, c'est le genre de jeu avec des règles pas trop complexes, mais un jeu assez profond avec pas mal de richesses et pas mal de combos possibles et de choses à faire. Une gestion assez tendue des ressources, notamment de l'argent. Il y a de l'argent aussi dans le jeu qui va servir et qui va être un peu compliqué à gagner. De l'optimisation de placement, donc avec les différentes portes de nos chambres d'hôtel qui vont avoir une importance, qui nous feront aussi des points bonus. Pas mal de choses qui s'imbriquent. Et pour moi, clairement, c'est un des meilleurs jeux de gestion à base de dés qui existent dans ce rapport-là, richesse de jeu, simplicité. C'est un de mes préférés. À noter qu'il existe aussi une extension qui, elle, n'est pas sortie en français et qui apporte un mode solo que j'ai pas testé, mais qui apporte aussi tout un tas de modules qui sont tous aussi assez intéressants. Pour le coup, je les ai testés. Je pense que je ferai la vidéo règle clairement de ce jeu et de son extension parce que ça mérite. Mais je crois que c'est un jeu qui est aujourd'hui un peu compliqué à trouver, en tout cas en français. Mais il y a quasiment pas de texte sur le matériel, de toute façon, enfin bref, c'est pas un souci. Donc au niveau de la mécanique et du principe de jeu et du gabarit, on pourrait le comparer à un jeu comme 3 par exemple, qui est un des premiers jeux de gestion auxquels j'ai pu jouer, à base de dés aussi, qui est excellent. On a un peu moins connu, on a Coimbra, que j'aime beaucoup, donc je reparlerai certainement sur la chaîne à un moment ou un autre, qui est assez génial aussi, dans le genre jeu de gestion un peu expert à base de dés. On a quoi d'autre? On a les voyages de Marco Polo, et notamment les voyages de Marco Polo 2, que je préfère largement au premier, en sachant que le 2 n'est pas sorti en français, malheureusement. Donc voilà, il y a pas mal de jeux un peu dans ce style-là, que j'aime beaucoup. Il y a Pulsar aussi, 2849, je crois. Donc là, d'un thème de l'espace, mais aussi avec une mécanique à base de dés qui ressemble un peu à celle-là. Et tous ces jeux-là, c'est des excellents jeux experts de dés, mais je pense que Grand Austria, c'est mon préféré de tous. Et donc je lui mets la note aussi de 9,5 sur 10. On continue avec Minuit meurtre en mer, donc rien à voir, un jeu cette fois-ci d'enquête, à partir de 12 ans, pour des parties entre 1 heure, 1 heure et demie, et ça se joue de 2 à 6 joueurs. C'est un jeu d'enquête compétitif, où on va devoir être le plus rapide pour résoudre un scénario bien spécifique. Ici, c'est la première édition qui était sortie avec une extension qui modifie un petit peu les règles et qui a amélioré clairement la façon de jouer. Sachez qu'aujourd'hui, il existe une seconde édition qui inclut tout directement et tous les scénarios. C'est celle que vous trouverez a priori et qu'il faut acheter si jamais ça vous intéresse. Donc là, on est donc dans du jeu d'enquête, un jeu enquête plutôt
enquête déduction, avec un grand plateau qui va représenter un bateau. Donc au niveau du thème, on est en croisière sur un bateau, et à minuit, il y a eu un meurtre qui a eu lieu. On va avoir donc des scénarios, des livrets d'enquête. Au total, dans la nouvelle boîte, je crois qu'il y a une 30aine de scénarios différents. Des scénarios assez originaux et parfois un peu loufoques, donc ça c'est un peu sympathique, des histoires un peu rigolotes avec des petits clins d'œil à droite à gauche. Donc ça c'est chouette. Et donc on va avoir un plateau avec différentes zones et différents personnages avec lesquels on va pouvoir interagir. On va devoir donc utiliser des points d'action pour se déplacer de pièce en pièce et pour enquêter auprès des personnages ou fouiller les différents lieux, en sachant qu'on pourra à chaque fois enquêter sur 3 critères différents, je sais plus exactement lesquels, la Libye, ce genre de choses. Le but du jeu étant évidemment de trouver un peu comme dans un Cluedo pour qui a tué, pourquoi et avec quelle arme. Donc assez basique, mais en termes d'ambiance de jeu, je trouve qu'il se démarque un petit peu celui-là, il est assez sympa. Le fait que ce soit donc compétitif, on va pouvoir donner des indices aux autres ou pas, en fonction de si on veut utiliser plus ou moins de points d'action. On peut essayer de faire croire que tel personnage nous a donné un indice super intéressant, alors que pas du tout. On peut essayer de bluffer un petit peu, de brouiller les pistes. Et je vous dis, les scénarios sont plutôt cool. Donc dans le genre jeu d'ambiance et d'enquête, celui-là je le trouve vraiment intéressant et il est pas très connu, c'est pour ça que j'en parle ici. Dans le même genre, jeu d'enquête déduction compétitif, on va pouvoir retrouver le jeu Watson et Holmes aussi, qui est sympathique, qui reprend peut-être un petit peu les mêmes mécaniques. On va surtout pouvoir retrouver Invité à éviter, que j'aime beaucoup aussi, qui se joue lui à base de cartes et qui va être aussi un jeu où il va y avoir un petit peu de bluff et des échanges d'informations entre les joueurs, qui crée une ambiance plutôt sympa. Sinon, dans une moindre mesure, on a La recherche de la planète X, qui ressemble un petit peu à ce genre de jeu, ou la gamme des The Key chez ABBA, qui est moins connue aussi, dont je parlerai prochainement, je pense, qui là est beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple, mais tout aussi intéressant. Donc voilà, Minuit Meurtre en Mer, très bon jeu d'enquête que je vous conseille, je mets la note de 8,2 sur 10. Ensuite, j'ai sélectionné le jeu Blitzkrieg, la Seconde Guerre mondiale en moins de 20 minutes, donc c'est un jeu pour 1 ou 2 joueurs à partir de 14 ans pour des parties d'environ 20 minutes. Alors, 1 ou 2 joueurs, pas vraiment, c'est plutôt un jeu pour 2 joueurs, le mode solo il existe mais il est même pas inclus dans la boîte, les règles elles sont sur internet, et alors je l'ai même pas testé, mais honnêtement de ce que j'ai pu lire, c'est pas le meilleur jeu solo qui existe, donc c'est vraiment un jeu plutôt pour 2 joueurs. 14 ans et plus, c'est pareil, c'est peut-être un peu surévalué, à mon avis à partir de 10 ans on peut y jouer sans problème. Et les parties de 20 minutes, c'est ce qu'on vous promet sur la boîte, mais là encore, je pense qu'il faut compter plutôt une grosse demi-heure, voire même un peu plus pour les premières parties. Au niveau du thème, vous avez compris, on est à la Seconde Guerre mondiale, c'est les Alliés contre l'Axe, et on va devoir essayer de gagner des batailles sur différents fronts. Et pour ça, c'est un jeu à base de tuiles. Donc une mécanique de jeu de tuiles, on va avoir un petit paravent, on va piocher des tuiles de son petit sac, on va en avoir un certain nombre en début de partie, et on va, à tour de rôle, donc poser des tuiles sur différents lieux de bataille. À l'endroit où on va poser la tuile, on va gagner le petit bonus qui est indiqué dessus, et c'est des bonus assez simples qui vont soit nous faire gagner des points de victoire supplémentaires, soit nous permettre de piocher des tuiles supplémentaires, soit faire défausser des tuiles à l'adversaire, plein de petites choses assez simples et assez basiques, mais qui rendent le jeu assez tactique et vraiment intéressant. Le principe, c'est évidemment d'essayer d'avoir le plus de points de guerre sur chacun des lieux pour gagner des points de victoire. On a donc un système de scoring tout en haut ici. C'est très dynamique, on joue chaque tour est vraiment très rapide, c'est juste on choisit une tuile, on la pose, on fait ce qu'il y a dessus, on repioche et c'est au joueur suivant. Et c'est ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est à la fois dynamique, mais avec des règles très simples, mais une profondeur de jeu tactique vraiment intéressante. Et pour moi, c'est un des meilleurs jeux à 2 à sortir quand on n'a pas beaucoup de temps, parce que voilà, il est vraiment très chouette. Dans cette version-là, on a en plus une 3e faction, on a le Japon, avec des tuiles un peu folkloriques, on a Godzilla notamment dedans, et un plateau différent, du coup une autre façon de jouer, donc ce qui enrichit encore plus les parties. Au passage, c'est un jeu de Paolo Mori, pour ceux qui connaissent, qui aiment bien son travail. Donc voilà, Blitzkrieg, excellent petit jeu à 2, tactique, que j'aime beaucoup. Au niveau des comparaisons, ça peut ressembler beaucoup, et même ça ressemble nécessairement au jeu César, qui est sorti il y a pas très longtemps, qui est dans la même gamme en fait.
C'est aussi un jeu de tuiles, donc en période d'Empire romain sur César. Mécanique assez différente, mais principe et fluidité du jeu exactement identiques. Plus récemment, il y a le jeu Iliade qui est sorti de Reiner Knizia, qui m'y a fait aussi penser un petit peu dans le principe, c'est-à-dire qu'on a aussi des tuiles qu'on va piocher, qu'on va poser. Évidemment, il y a Toy Battle qui est sorti tout récemment, qui donc c'est pas exactement présenté de la même façon, mais il y a vraiment un air de famille. Ça ressemble beaucoup et moi personnellement, je préfère même Blitzkrieg à Toy Battle. Et sinon, plus ancien, vous avez peut-être Neuroshima X qui ressemble un petit peu, dans le genre gestion de tuiles aussi, on a des tuiles cachées derrière un paravent, on les pose, on attaque son adversaire. Donc c'est un peu différent, mais voilà, c'est les jeux qui ressemblent un petit peu. Donc Blitzkrieg, ouais, très bon jeu, je lui mets une note de 8,9 sur 10. On enchaîne avec Gribouillis Chrono. Gribouillis Chrono, c'est un jeu de dessin, donc au niveau du thème, ça va dépendre des cartes que vous piochez. Ça se joue à partir de 8 ans, sans problème, à partir de 2 joueurs, et jusqu'à un nombre à peu près illimité de joueurs, parce que vous allez voir, c'est un jeu qui se joue en simultané. Les parties durent à peu près 15-20 minutes. C'est à peu près ça, en sachant que la partie de dessin en elle-même va durer 1 minute. 1 minute chrono, 1 minute pendant laquelle chaque joueur va devoir dessiner un total de 10 choses, 10 objets, 10 mots. Donc ça va très vite, ça laisse 6 secondes par chose à dessiner. Et c'est tout le principe du jeu, et tout ça sur un tout petit bloc-notes. Donc le jeu il est assez minimaliste, dedans vous allez avoir quelques crayons, un petit bloc-notes et les cartes thèmes qu'il va falloir essayer de dessiner. Ces cartes-là, elles sont classées en 3 catégories. Vous avez les cartes faciles pour la première manche, les cartes épineuses pour la seconde manche, un peu plus difficile du coup, et les cartes presque impossibles. Donc vous avez là, facile, épineux, presque impossible, pour la dernière manche, et là ça va être vraiment l'enfer à dessiner les choses. Donc on pourrait croire que ça va être un peu bordélique et qu'on va pas réussir à faire grand chose, mais en fait ça fonctionne vraiment très bien. Je vais vous donner des exemples. L'idée c'est qu'à chaque carte on va avoir un thème. Donc là par exemple pour la catégorie facile c'est les déguisements d'Halloween. Ce thème-là sera un indice qu'on va donner à la personne qui va essayer de deviner nos mots. Parce que l'idée c'est qu'une fois que tout le monde a passé sa minute à dessiner ces choses, on passe sa feuille à son voisin évidemment, et le voisin va essayer de deviner un maximum de mots qui ont été dessinés. Et ce duo de personnes va marquer autant de points que ce qui a été deviné. Et à chaque manche, ce sera des personnes différentes qui devineront. Donc la personne qui va essayer de deviner, elle aura juste comme indice le thème, qui sera indiqué sur la feuille. Tout le reste, il faudra qu'elle se débrouille, donc ça oriente un peu le jeu et ça aide à rendre le jeu faisable, on va dire. Donc par exemple, pour les déguisements d'Halloween, on a fantôme, chat, chauve-souris, sorcière, vampire, citrouille, diable, squelette, monstre et clown. Assez facilement, on devrait pouvoir y arriver. Pour les choses un peu plus épineuses, on a arbre et plantes. Donc là, on a un pommier, un sapin de Noël, un trèfle, bambou, cactus, chêne, lierre, algues marines, fougères et érable. Pareil, ça se tente. On peut assez vite faire deviner ce genre de choses. Et par contre, pour le difficile, là, on a les animaux africains. Donc c'est des exemples. Un rhinocéros, un hippopotame, un buffle, un phacochère, un suricate, un porc-épic, une autruche, une hyène, une antilope et un orctérope. Je sais même pas ce que c'est. Orictérope, pardon. Donc là, voilà, les animaux, c'est généralement assez compliqué. Donc c'est tout pour les règles. Là, je vous ai tout expliqué. Et pour moi, c'est un des tout meilleurs jeux de dessin qui existent. Pas très connu. Je vous dis minimaliste, une petite boîte. Il n'y a même pas le chronomètre dedans. Il faut utiliser un sablier ou une montre ou un smartphone pour le minuteur. Mais ça fonctionne vraiment très bien et généralement, c'est super drôle. En fait, on se marre et on passe souvent beaucoup plus de temps à débriefer et à essayer de comprendre les dessins des autres qu'à dessiner, clairement, puisque ça dure qu'une minute. Voilà, dans la catégorie, évidemment, des jeux de dessin, il y en a plein. Esquisser, génial aussi. Vous avez Dessino Presto qui est sorti récemment, qui reprend un petit peu ce principe-là de dessiner rapidement, pour faire deviner, mais ça marche pas tout à fait pareil. Mais c'est très cool aussi. Et tout un tas d'autres. Récemment, il y a Caution Sign que j'ai découvert en anglais, qui est un jeu de dessin aussi très sympa. Vous avez la vidéo règle sur la chaîne, et très drôle aussi. Donc voilà, jeu de dessin, c'est des valeurs sûres. Moi, j'adore ça. Quand vous êtes plusieurs, généralement, ça marche à tous les coups. Donc celui-là, je lui mets la note de 9 sur 10. Et enfin, pour conclure ce premier épisode, je voulais vous parler du jeu Captain Carcass, qui est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 15 minutes. Donc là, ça se joue bien dans toutes les configurations. C'est un jeu très familial, donc à partir de 8 ans, sans problème. Les parties, par contre, 15 minutes, c'est un peu léger. Je pense compter plutôt une demi-heure, voire un peu plus en fonction du nombre de joueurs.
On est dans un simple jeu de cartes avec une mécanique de stop ou encore. Donc un jeu de cartes avec des petites cartes comme vous pouvez voir ici, avec des objets ou des personnages, donc des sirènes. Au niveau du thème, on est dans de la plongée sous-marine, on va chercher des trésors au fond de l'eau. Et le principe, ça va être de collectionner donc ces différentes cartes et d'essayer d'avoir des cartes de meilleure valeur en fonction de toutes les familles que vous allez avoir devant vous. Le principe, il est simple, vous avez le deck de cartes mélangé au centre de la table, vous allez avoir un cimetière, donc c'est une des fosses de l'autre côté, et à votre tour, vous allez piocher les cartes une par une, et à chaque fois que vous piochez une carte, vous appliquez l'effet de la carte. En tout, il y a 10 cartes différentes, je crois, dans la boîte. Chaque carte a son petit effet unique, qui va être assez varié. Donc, je ne vais pas vous les détailler ici nécessairement, mais vous allez avoir des cartes qui vont permettre d'aller piquer des cartes dans la collection de votre adversaire, des cartes qui vont vous obliger à piocher des cartes supplémentaires, des cartes qui vont vous permettre d'aller fouiller dans le cimetière pour ajouter éventuellement des cartes à votre exploration. Ce genre de choses. Donc vous piochez une première carte, vous appliquez son effet, et ensuite vous décidez si vous voulez continuer ou pas de piocher. En sachant que si vous piochez une nouvelle carte, il faut obligatoirement qu'elle soit différente, sinon ça met fin à votre tour. Il y a un problème technique, et vous êtes obligé de remonter à la surface, et dans ce cas-là, toutes les cartes vont être défaussées dans le cimetière. Si par contre vous avez une carte différente, encore une fois, vous appliquez son effet, et vous continuez comme ça jusqu'à ce que vous décidiez de vous arrêter. Si vous vous arrêtez avant le problème, donc avant d'avoir deux cartes identiques, vous récupérez toutes les cartes que vous avez explorées, vous les mettez dans votre collection devant vous, en les classant par famille, en mettant la carte de plus forte valeur au-dessus des autres. Et c'est tout simple, c'est à peu près tout pour les règles. On joue jusqu'à ce que le deck de cartes soit vidé, et à la fin, on va compter les points en additionnant uniquement les cartes de plus forte valeur dans chacune des familles de cartes. C'est pas plus compliqué que ça, c'est un simple jeu donc de collection de cartes. Ça, c'est les règles de base. À ça, vous allez pouvoir ajouter éventuellement des petites cartes de capitaine qui vont créer de la symétrie en début de partie. Vous aurez une carte chaque joueur qui va avoir un pouvoir particulier qui va s'appliquer en fonction des cartes qui vont sortir. Donc ça va varier un petit peu les parties, créer de la symétrie. Et vous avez même des petites cartes qui modifient les règles, notamment au niveau du scoring. Donc pour varier encore plus les parties, vous avez différentes façons de jouer le jeu. Tout ça en fait un jeu super sympathique pour un jeu familial de prise de risque et de stop ou encore. On reconnaît assez facilement la parenté avec le jeu Flip 7 qui est sorti récemment, qui est exactement le même principe. On se distribue des cartes, il faut pas avoir deux fois les cartes identiques, et si on s'arrête à temps, on score ses points. Donc ça ressemble beaucoup, sauf que là on a des petits pouvoirs en plus, peut-être un peu plus riches. Il y a un peu plus de choix à faire, un peu plus tactique, mais c'est le même principe, un peu la même ambiance qu'on va retrouver autour de la table. Et vous avez donc aussi Hit, qui est un parent aussi éloigné de Flip 7. Donc c'est ce genre de jeu-là, et je trouve que ça fonctionne très très bien. C'est un jeu qui est peut-être passé un peu inaperçu, je sais pas trop s'il a bien marché. Il date un petit peu, mais il est toujours très efficace, et c'est un jeu que je conseille généralement aux familles ou aux gens qui veulent pas se prendre la tête et qui veulent faire un petit jeu assez sympa. Voilà, c'est tout pour Captain Carcass. Et c'est tout pour ce premier épisode de Je recommande, où vous avez sans doute remarqué que j'ai présenté des jeux très différents les uns des autres, des jeux faciles, familiaux, des jeux plus experts, des jeux rapides, des jeux beaucoup plus longs, des jeux en VO, des jeux en VF, un peu de tout. Et c'est le principe de ces vidéos. Je pense que je vais essayer de faire ça à chaque fois, essayer d'avoir vraiment un panel assez varié de jeux, mais à chaque fois des jeux qui me plaisent et que je trouve intéressants, et que je souhaite partager avec les gens que ça peut intéresser. Donc je vais essayer de me tenir à faire ces vidéos mensuellement. Ça va venir rejoindre les vidéos de jeux inédits, où je présente principalement des jeux qui ne sont pas encore sortis en français. Ça va rejoindre aussi les vidéos d'entrée-sortie que je fais à la fin de chaque mois, où je présente les jeux que j'ai achetés et les jeux que je compte vendre. Et bien évidemment les vidéos règles qui restent quand même l'activité principale de la chaîne. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Bon jeu!